Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric et Paul, les deux dirigeants de Magia Diagnostic, qui est actuellement en phase de collecte sur la plateforme. Alors avant de leur laisser la main, je vais peut-être vous repréciser le déroulé de ce live. Donc, une fois que cette introduction sera terminée, donc il y aura un pitch, une présentation de la société, des enjeux de la levée de fonds qui sera réalisée par Cédric et par Paul. Et dans une seconde partie, il y aura une session de questions-réponses. Voilà, toutes les personnes qui assistent à ce webinaire en direct, vous pouvez poser vos questions. Pour cela, c'est assez facile. Donc, en bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc, il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier. Et ensuite, je me chargerai de la poser à Cédric et Paul qui répondront avec plaisir. Messieurs, je vous laisse la main et je vous laisserai partager votre écran. Et moi, je vous retrouve pour les questions-réponses. Parfait, merci Maxime. Merci. On peut peut-être déjà commencer par se présenter. Donc, comme Maxime l'a dit, moi je m'appelle Paul Kaufmann. Je suis le président de Magia Diagnostics, plutôt en charge de développement commerciaux et cliniques. J'ai un background d'ingénieur, j'ai travaillé à la fois en France et aux US. Puis en 2000, j'ai rejoint le projet Magia début 2015. D'abord pour travailler au sein de l'université au transfert de technologie vers une start-up qu'on a co-créée, du coup, avec trois autres cofondateurs, Mario, Sarah et puis Cédric, que je vais laisser se présenter. Ouais, donc bonjour, bonsoir, Cédric Brix. Donc je suis DG en charge des aspects financiers et opérationnels. Et donc j'ai rejoint effectivement Paul et puis Sarah et Mario et on a créé la société en 2017. Donc moi j'ai un background plutôt économique et financier. Donc j'ai fait une business school, j'ai fait l'ESSEC. Et ensuite, j'ai fait l'intégralité de ma carrière dans le domaine financier, et plus exactement plus de 25 ans dans un fonds d'investissement en charge des investissements en France, basé à Paris, et puis en Suisse, basé à Genève. Voilà. Et donc, en 2016-2017, j'ai cherché un projet entrepreneurial et j'ai rejoint l'équipe juste quelques mois avant la création de la société, donc qui a été créée en juillet 2017. Pour être précis. Voilà. Donc là, on va peut-être vous partager la présentation qu'on a préparée. Est-ce que c'est bon? Maxime, vous me confirmez si… C'est en train de charger. Là, c'est bon. OK. Là, c'est en plein écran. C'est bon. Parfait. Parfait. Donc, du coup, bonsoir. Donc là, je vais vous présenter du coup le pitch de Magia. Donc, Magia, en fait, est une entreprise qui évolue en diagnostic point of care et qui a été créée en 2017. Aujourd'hui, il y a deux constats qui semblent importants de faire et qui est important que vous gardiez en tête dans le courant de la présentation. C'est que, un, le diagnostic est crucial dans le dépistage des maladies infectieuses et même de toute maladie chronique. Et aujourd'hui, en fait, il est important notamment et il va tout conditionner, notamment le parcours des soins que vous voyez affiché là. Ce que vous voyez ici sur la gauche en bas, c'est notamment en fait la cascade des soins où on voit que de l'ensemble des personnes qui sont infectées, donc 100%, il y a seulement une fraction qui va être testée, puis ensuite qui va avoir recours aux soins. Et l'objectif d'un diagnostic accessible, c'est de pouvoir maximiser le nombre de personnes testées par rapport au total de personnes infectées. Donc, de minimiser les personnes infectées qui s'ignorent encore. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a dans l'approche diagnostique une approche qui tend vers une approche syndromique, c'est-à-dire multimaladie, qui fait que globalement, on va aller vers des panels d'analyse qui sont regroupés par vecteurs de transmission, donc par exemple les maladies sexuellement transmissibles, les maladies tropicales qui sont transmises par exemple par des moustiques, ou encore
par des symptômes qui sont similaires, comme des maladies respiratoires, comme vous le voyez durant cette période d'hiver où on a testé non plus simplement le SARS-CoV, mais aussi la grippe et le RSV. Alors, pour en revenir sur les maladies sexuellement transmissibles, on a du coup le VIH et les hépatites virales. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est dans n'importe quelle de ces maladies, c'est de pouvoir avoir à la fois un dépistage qui est accessible sur le terrain, en dehors des hôpitaux et des laboratoires, et qui soit aussi syndromique. Le cas du VIH et des hépatites virales qui nous anime tous aujourd'hui, et qui est notre premier cas, c'est qu'on a un sous-diagnostic important, en particulier les hépatites virales, qui sont les principales co-infections. Aujourd'hui, si vous regardez les chiffres que présente l'OMS, que ce soit en Europe, aux US ou dans les pays émergents, vous avez un diagnostic qui est relativement important du VIH, c'est-à-dire que globalement, plus de 85 à 87% des gens en fait, qui sont infectés connaissent leur statut. Par contre, ce n'est pas le cas sur l'hépatite B et l'hépatite C, qui sont les principales co-infections et qui touchent les mêmes types de populations, et sur lesquelles on a des recommandations pour tester les mêmes personnes du VIH avec les hépatites virales. Et donc, du coup, globalement, en fait, on a 20% des personnes infectées qui connaissent leur statut, donc 80% qui ignorent leur statut et qui donc continuent de propager l'infection. Et globalement, en fait, le deuxième chiffre que vous pouvez retenir, c'est à peu près 3 millions de nouvelles infections chaque année sur ces 3 maladies. Et ça, c'est la conséquence directe de l'absence d'un dépistage combiné systématique et notamment en point of care. Et ça, ce n'est pas simplement nous qui le disons, c'est à la fois le Center of Disease Control européen, américain, la HAS en France ou encore l'OMS qui justement pousse pour avoir des actions de dépistage combinées point of care sur ces trois maladies. En conséquence, en fait, ce que nous, on a développé, c'est un petit dispositif que vous voyez là, qui est portable, autonome, et une cartouche qui va permettre de faire jusqu'à 4 paramètres, avec en plus un contrôle, et qui va rendre un résultat en une vingtaine de minutes ici, à partir de 50 microlitres de sang là-dessus. Donc, cette cartouche, en fait, elle est composée en fait, de 5 canaux. Vous en avez 2 qui sont dédiés au VIH, un qui est dédié à l'hépatite B et l'autre qui est dédié à l'hépatite C. Tout ça, c'est basé sur une technologie qui va simplifier en fait les ELISA. Les ELISA sont faits aujourd'hui dans des gros automates en laboratoire, et nous, qui réclament en fait une dizaine d'étapes, et on les a simplifiées en une seule étape qui est réalisée sans lavage, grâce à une technologie qui est basée sur des nanoparticules magnétiques, des micro-aimants et une mesure différentielle basée sur un petit microscope qui est intégré dans ce dispositif. Et aujourd'hui, tout ça, c'est protégé par 7 brevets, et globalement, ça a été le fruit de 4 thèses qui ont été faites dessus. Alors, ce dispositif, il est à frontière en fait, d'une pratique qui est faite le plus généralement au laboratoire, c'est à peu près 80 à 90% des analyses et notamment des sérologies. Et là-dessus, on a les gros acteurs du marché tels que Roche, Biomérieux, Abbott, Beckman ou Siemens, qui ont des plateformes centralisées qui vont permettre d'avoir un résultat en fait sous 24 heures, 48 heures et un temps de résultat de rendu au résultat aux patients qui généralement dans les centres qu'on va viser qui est sous 7 jours. Et puis l'autre alternative, c'est le test rapide, qui sont des tests bandelettes, le plus généralement monoparamétriques, c'est-à-dire monomaladie. Vous l'avez utilisé très certainement sur le test SARS-CoV, vous avez la même chose sur le test VIH et sur un test VHC également. Et la problématique, c'est qu'elle, de facto, elle empêche une analyse qui va être syndromique et multiparamétrique. Et ça, c'est un des principaux freins en fait, à son utilisation, puisque aujourd'hui, on ne veut plus tester simplement le VIH, mais l'ensemble des co-infections. Et les acteurs aujourd'hui sur le marché sont Abbott, qui a récemment racheté Aller, et d'autres, on va dire, acteurs plus nationaux, notamment en France, par exemple, tels que Biocinex ou encore Orasure aux États-Unis.
Alors, aujourd'hui, parce qu'on est à la frontière entre ces deux technologies, on a positionné en fait un prix qui va être compétitif par rapport au laboratoire et qui va être concurrentiel également par rapport aux tests rapides. Le business model, en fait, il est basé sur à peu près 100 entretiens qu'on a eus et au cours duquel on a designé l'offre Magia, à la fois d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue usage et d'un point de vue économique, où on a conclu qu'on avait une analyseur qu'on pouvait soit vendre, soit mettre à disposition, et un kit Magia qui était autour de 15 euros. 15 euros, c'est moitié moins que le même panel fait en sérologie laboratoire, et c'est à peu près le même prix que 3 analyses TROD combinées. Et donc, du coup, globalement, avec ça, ça nous permet de viser en fait à la fois les acteurs du dépistage, que vont être les centres de dépistage style CGID, centre de santé sexuelle en France, ou les centres communautaires que l'on connaît sous le nom, par exemple, d'AIDS aujourd'hui en France. Tout ça, ils ont aujourd'hui 2 activités. Une activité qui va être dans les murs, dans laquelle ils vont accueillir des personnes, et une activité qui va être hors les murs, où ils vont aller auprès des communautés les plus sensibles pour faire un test. Lorsqu'ils font en fait un accueil dans les murs, il y a 2 problèmes qui se posent à eux. C'est qu'aujourd'hui, ces centres sont engorgés. Il y a 2 à 4 heures en fait, de temps d'attente. Autant dire qu'il faut poser votre journée ou votre demi-journée pour pouvoir aller vous faire tester. Et la raison pour laquelle il y a ça, c'est qu'ils ils procèdent en double consultation. C'est-à-dire que vous avez une consultation où on vous fait le prélèvement veineux et une autre consultation où on va vous rendre le résultat. Et entre ces 2 consultations, on a au maximum jusqu'à 30% de résultats non rendus, en moyenne entre 10 et 20%. La deuxième chose, c'est que lorsqu'ils font des actions hors les murs, ils vont généralement se concentrer sur le VIH, puisqu'il faut pouvoir rendre un résultat rapide et du coup ignorer en fait les autres infections. Et donc du coup, la proposition de Magia, elle est simple. Elle est à la fois de doubler le nombre de personnes dépistées avec le même budget pour des opérations dans les murs. Et hors les murs, c'est de tripler le nombre de chances de détecter des personnes infectées dans le cadre d'une même campagne et de les prendre en charge. Tout ça, ça représente en fait un marché en fait, global de 550 millions d'euros, au sein duquel on va prendre, on estime, 100 millions d'euros. Récemment, en février, on a fait une étude de marché externe qui a confirmé le potentiel de chiffre d'affaires en Europe qui était de 36 millions, alors que moi, je l'avais chiffré à 25 millions dans mon étude. Donc, autant vous dire que c'est des chiffres plus conservateurs. Okay. Je prends la main pour faire un petit point sur. Donc, ça, c'était vraiment tout le positionnement, enfin, l'historique du positionnement de la société, du développement de la solution telle qu'on l'a voulu par rapport aux problématiques de santé publique et à l'environnement, j'allais dire, technologique disponible et aux solutions qui existent sur le terrain. D'un point de vue très opérationnel, on voulait vous faire un petit point sur les avancées qui ont été faites depuis 2020 et la première collecte WICID, puisque vous n'êtes pas sans noter qu'on avait fait une première collecte en 2020. Donc, on vous fait un petit point sur les avancées. Donc, là, vous voyez les deux grands sujets qui nous ont occupés pendant ces 2 dernières années. D'un côté, la finalisation de la conception du système et de la solution, avec un certain nombre d'itérations, avec 2 itérations pour arriver au prototype final qu'on a aujourd'hui et qui est parti donc en validation clinique il y a quelques semaines. Donc, pour être très, très clair, par rapport à la roadmap de 2020, on a pris un peu de retard, et notamment, vous voyez au milieu la version 1.6 qui est sortie au début de l'année 2022, qui n'était pas, elle, prévue dans la roadmap initiale, et qu'on a voulu faire pour améliorer les performances du système, et notamment la reproductibilité des analyses qu'on pouvait avoir avec la version 1.5 qui n'était pas suffisante à notre goût en termes de performance. Donc, tout ceci nous a amené à développer une version 1.6 plus robuste sur laquelle les performances étant suffisamment acceptables, on a des performances préliminaires à cette époque-là qui étaient bonnes. On a voulu passer à l'étape du prototype final avec une intégration quasi industrielle. On reviendra un petit peu sur ce qui nous attend dans les mois prochains, mais
quasi industrielle, donc avec une V2 qu'on a reçue toute fin de l'année dernière, qui est donc partie en validation clinique le 24 janvier dernier, pour être précis. Voilà. En parallèle, sur tout ce qui a été conception, il y a aussi tout un travail sur la mise en place du système de management de la qualité, puisqu'on doit être audité, on doit avoir la certification ISO 13485 dans notre activité. Et donc, il y a eu un gros travail qui a été mis en place pour mettre en place justement tous les processus, toutes les procédures, toutes les instructions nécessaires à un audit par l'organisme notifié, qui est maintenant calé, puisque c'est prévu les 4 et 5 avril prochains pour l'audit de certification, sachant que l'organisme notifié est venu nous visiter au dernier trimestre l'année dernière pour vérifier qu'on était prêt. La réponse est on est prêt. Reste à maintenant passer l'audit, ce qui est un autre challenge, mais c'est prévu dans les semaines qui viennent. L'autre gros axe de travail qui a été fait pendant ces 2 dernières années, ça a été l'industrialisation, c'est-à-dire comment être capable de passer d'une solution R&D développée dans nos labos à une solution qui est scalable et donc industrialisable. Donc, on a eu deux gros travaux en parallèle, puisque notre solution est basée à la fois sur des kits, donc les cartouches, et sur des lecteurs. Sur les kits, on a installé une ligne pilote de production chez nous. On a une petite vidéo un peu plus loin, donc si on a un peu de temps, on pourra éventuellement partager. Elle est aussi disponible sur YouTube. Voilà, donc là, il y a eu un gros travail qui a été fait pour mettre en place la ligne pilote de fabrication, qui a une capacité de production de 1 million de kits. En tout cas, les machines, les équipements le permettent. C'est une question d'organisation du travail. Voilà, et ensuite, évidemment, derrière tout ça, il y a eu tout un travail de sourcing des composants, de trouver les bons fournisseurs qui répondent aux spécifications d'achat très spécifiques qu'on a pu développer. Et puis après, il y a le développement de tous les équipements qui ont été mis en place auprès de différents équipementiers en fonction des différentes technologies. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une ligne pilote qui tourne, qui fabrique des kits qui ont notamment été livrés. Les premiers kits ont été livrés à Marseille pour la validation clinique, qui a donc commencé le 24 janvier. Voilà pour un petit point sur les avancées. Je vais reprendre la main, pardon. Et donc, du coup, si on se projette par contre sur les 2 prochaines années, donc on a ce qui nous attend, si on caricature un tout petit peu les phases qui nous attendent. On a 2023 qui est vraiment consacré à la validation clinique, avec cette phase de validation qui a commencé donc à Marseille, et qui va avec l'inclusion de patients. Donc là, on part d'une étude prospective. Le jargon, c'est étude prospective, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur l'inclusion de patients directement à l'hôpital et avec lesquels on teste directement sur Magia, et en parallèle, on les teste le laboratoire pour comparer les performances. Et en seconde partie d'année, on complétera cette étude prospective par une étude ce qu'on appelle rétrospective, où là, on va passer 6600 échantillons, sérum plasma, donc c'est des banques d'échantillons en fait, qu'on source, et sur lesquels, chez nous, on va passer 6600 échantillons pour répondre aux spécificités et aux conditions techniques d'une validation clinique pour un marquage CE. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur de 2023, et on reviendra aussi, c'est le cœur du financement qu'on recherche aujourd'hui, puisque c'est vraiment cet objectif-là qu'on a. Avec ces données cliniques-là, fin 2023, on pourra déposer notre dossier de marquage CE pour avoir la certification CE. C'est un process un petit peu long, puisqu'on parle plutôt de 6 à 12 mois, en fait, d'échange avec l'organisme notifié pour obtenir le marquage CE. Donc ça va nous occuper une grosse partie, ces échanges-là, et cette partie documentation technique en 2024. Mais notre objectif aussi en 2024, c'est parallèlement à ça, notamment en ce qui nous concerne tous les deux, pendant que les équipes réglementaires et techniques répondent aux questions de l'organisme notifié, c'est nous de travailler à des études cliniques complémentaires, des études médico-économiques pour montrer ce que Paul a présenté, le bénéfice en termes opérationnels pour les acteurs du dépistage, et commencer probablement à travailler sur les panels complémentaires qui pourraient développer. Vous voyez écrit syphilis là, parce qu'on est dans le même domaine d'activité
et que ce sera un joli complément. Voilà. Après le marquage CE viendra effectivement la période de lancement commercial et avec des possibilités aussi d'aller sur de la validation aux États-Unis ou sur les pays émergents, notamment avec des préqualifications avec l'OMS, puisque l'OMS est aussi un organisme de certification pour les pays émergents notamment. Voilà, donc pour tout cela, en fait, nous, on a chiffré le besoin, en tout cas sur la phase orange que vous voyez, c'était la phase 2023, qui était pour nous l'essentiel, l'objectif principal à la fois opérationnellement, mais aussi financièrement. On a chiffré à 3 millions. Et donc, si on déroule cette feuille de route opérationnelle en feuille de route financière, en fait, ce qu'on a décidé mi-2022, c'est d'effectivement se focaliser, ce que je disais tout à l'heure, sur le financement de cette phase de validation clinique, donc cette phase 2023, ce qu'on a appelé la pré-série A, puisque l'objectif, c'est une série A en 2024. Cette pré-série A, sur lesquelles, en fait, nos actionnaires historiques et quelques business angels se sont positionnés, puisqu'on a fait une augmentation de capital de 1,2 million en octobre dernier, en laissant ouvert pour une deuxième tranche complémentaire, laissant ouvert l'augmentation de capital pour une deuxième tranche complémentaire jusqu'à fin mars de cette année, d'où la collecte WICID numéro 2 qui suit celle de 2020, qu'on a lancée juste après l'Assemblée générale qui a voté l'augmentation de capital des 1,2 million. Voilà, donc on a 1,2 million en capital sécurisé. On cherche à le compléter avec cette collecte avec un objectif de 500 000. Et je précise aussi qu'avec l'augmentation de capital des 1,2 million, on a sécurisé des prêts bancaires pour 0,9 et que par ailleurs, les banques sont prêtes à mettre 200 000, 160 000 pour être plus précis, supplémentaires si effectivement on obtient 500 000 euros de capital complémentaire. Voilà. Donc ça, c'est le but de la collecte actuelle. Et après, si on se projette, juste pour finaliser la présentation, si on se projette, c'est avec ces financements-là, on réalise notre validation clinique et avec les données cliniques notre objectif, c'est évidemment démontrer la performance du système. Sur cette base-là, on fasse une levée de fonds de série A pour financer la fin du marquage CE et le lancement commercial de la solution, sachant que de nos échanges avec les fonds, avec des industriels, les données cliniques sont un jalon très important. Donc, c'était vraiment l'objectif de cette levée de fonds, que d'avoir ces données cliniques pour pouvoir faire une levée de fonds plus conséquente. Voilà, on en a fini. On vous a résumé là dans la slide les points clés. Donc, on peut répondre à vos questions. Peut-être, je ne sais pas si on voit bien le lecteur. Ouais, Cédric, Paul, merci pour la présentation. Ouais. Je vais juste vous couper le partage d'écran. Hop. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez présenter un petit peu plus en détail ce que vous aviez présenté au cours du pitch. Voilà, là on vous voit bien, donc je vous redonne la main pour présenter. Ok. Donc en fait là, vous voyez peut-être, tout le monde voit mieux le lecteur là, donc on voit que c'est voilà, donc c'est une taille. Je suis pas très musclé, hein, donc c'est vraiment pas lourd. Très sec. Voilà. Et donc ça, c'est le lecteur. Et donc en fait, si je fais juste un cas d'usage très rapide, en fait, ça c'est ce qu'on appelle un lancet. Donc on vient se piquer au bout du doigt avec ça. On a une minivette qui est ici, donc on vient collecter le sang par capillarité. Donc il n'y a pas de pompe, il n'y a rien. On pose juste la minivette sur la goutte et ça remplit. La quantité ici est calculée, elle correspond à nos besoins pour alimenter notre cartouche. On vient le mettre ensuite dans une bouteille de diluant. D'accord. Et avec cette bouteille de diluant, on peut remplir 1 ou 2 cartouches par l'évent qui est ici, que vous voyez ici. Voilà, donc on peut venir remplir 1 ou 2 cartouches. Et ensuite, par capillarité, le sang va tout simplement aller dans les différents canaux que Paul a présentés. Je vais rapprocher, on voit bien les 5, avec les différents paramètres.
et ensuite, on vient l'insérer dans le lecteur, ici, pour ensuite lancer l'analyse. Et ensuite, c'est le lecteur qui gère tout. Donc, en termes de rendu de résultat, c'est le lecteur qui prend la main. On n'a pas comme sur les tests bandelettes que vous avez sans doute fait chez vous, savoir si la ligne elle est vraiment là ou elle n'est pas vraiment là en fait. Là, c'est le lecteur qui dit oui ou non. Donc, on a une lecture, ce qu'on appelle objective du résultat et c'est le lecteur qui gère tout. Et donc, on a le résultat en une vingtaine de minutes sur une cartouche, sachant que le lecteur peut lire 2 cartouches à la fois, soit pour 2 patients différents, soit pour un même patient 2 cartouches, notamment quand on aura développé d'autres panels, qu'on pourra, avec une goutte de sang, tester à la fois ce qu'on est en train de développer là, mais si on complète avec syphilis ou avec d'autres panels, on pourra les tester en parallèle. C'était un peu l'objectif. Ok. Super, merci à tous les deux pour la présentation. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, si vous souhaitez poser votre question, c'est dans la bulle QNR en bas de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question sur votre clavier et ensuite, je me chargerai de la poser à Cédric et Paul. Alors, première question de la part de Yannick. Est-ce un medical device classe D? Si oui, pouvez-vous décrire votre essai clinique en quelques mots et le calendrier de mise sur le marché vu les délais actuels? Mise sur le marché avant 2024, est-ce réaliste vu les délais des notified body et l'absence de labo de référence pour les classes D? Ok. On a quelqu'un du secteur qui s'y connaît. Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, nous, on a un organisme notifié qui est le TÜV Sud, avec lequel, en fait, on a validé en fait, des délais en gros de 9 à 12 mois. Effectivement, c'est un délai de réponse et effectivement, ça peut prendre plus longtemps si ils ne sont pas convaincus. Donc, pour ça, en fait, on a validé, nous, déjà un plan de validation clinique que je vais vous exposer. Donc, en gros, il y a une… Oui, excusez-moi. Donc, on est classe D, effectivement. Et en fait, ce plan de validation clinique, il est basé sur des spécifications techniques communes qui sont parfaitement tabulées par le règlement européen. Et donc, ces spécifications techniques communes, en fait, elles disent quoi? Elles disent que il faut tester la sensibilité de l'appareil sur 400 sérum VIH positifs, 400 VHC positifs, 400 VHB positif et 400 VIH2 et 100 VIH2, ce qui fait 1300 échantillons, plus 5300 échantillons négatifs pour tester la spécificité, ce qui fait 6600 échantillons. Ça, recruter 6600 patients, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est de tester en fait l'équivalence des matrices. Et là aussi, c'est tabulé, c'est 25 positifs, 25 négatifs. Donc, comme on a trois tests, ça fait 75 patients au total. Et du coup, de pouvoir montrer en fait l'équivalence entre sérum, plasma, sang capillaire et sang veineux. Ça, c'est l'étude en fait prospective qu'on a commencé à faire à Marseille et dont on a fait une première phase d'ajustement technique. Et donc, va s'en suivre une deuxième phase d'ajustement technique parce qu'on avait prévu quelques ajustements à faire et ensuite la phase de validation. Voilà. Donc, globalement, on a la phase prospective qui va montrer en fait cette équivalence entre les matrices. Au moment où on enchaîne avec la validation, on fait en parallèle les 6600 échantillons en rétrospectif à Magia. Ensuite, ça, on dépose le dossier technique, donc fin de cette année, début de l'année prochaine, et on attend et on répond à l'organisme notifié, donc sur un délai en fait de 9 mois à 12, qui nous amène à fin 2024 pour une mise sur le marché. Je complète peut-être je complète en disant que en fait, la question qui est sous-jacente là, c'est que s'il y a du délai, effectivement, ça décale d'autant les premiers chiffres d'affaires, les premières ventes, parce que sans marquage CE, en tout cas en Europe,
c'est pas possible. Donc, l'objectif de 2024, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi de compléter par des études de performance avec des centres de dépistage, avec des KOL. Donc là, on sera dans un mode, on ne fait pas des ventes. Ceci étant dit, on démontre l'utilisation sur le terrain. Et donc, c'est une sorte de traction commerciale, de traction opérationnelle, on va dire, qui ne génère pas de chiffre d'affaires, malheureusement, j'en suis désolé, mais qui déjà démontrera l'utilisation par les utilisateurs et devrait, j'allais dire, permettre de faire une traction commerciale un peu plus rapide. Ça, c'est un des premiers points. Et l'autre point qui peut mitiger un peu le risque de décalage de marquage CE, c'est aussi qu'on essaye de creuser, notamment sur des pays émergents, la possibilité de vendre sans marquage CE. Alors, c'est des procédures nationales en travaillant avec des distributeurs. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on voudrait faire en 2024. On parle par exemple du Moyen-Orient, sur lesquels on pourrait travailler avec des distributeurs qui prendraient en charge éventuellement des études pour avoir une certification locale qui serait aussi une des possibilités. Voilà. On va travailler en 2024 là-dessus. Quelques exemples juste pour étayer ce que dit Cédric. Du coup, sur cette partie-là, on a aujourd'hui, on a déjà 9 lettres d'intention en fait, de distributeurs. Là, aujourd'hui, sur le cas les plus chauds, en fait, on en a justement en Afrique, en Afrique australe et au Moyen-Orient sur justement des propositions en fait de certification locale qui pourraient se faire sur la base de la certification du QMS et des premières données cliniques. Voilà. Donc, là-dessus, il pourrait être des opportunités de chiffre d'affaires plutôt à horizon 2024 que 2025. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé rapidement des futurs développements. Quelles sont vos intentions de développement au-delà du premier produit, VIH et hépatite? Donc, aujourd'hui, en fait, VIH hépatite s'inscrit dans une gamme en fait, qui est dédiée aux IST. Aujourd'hui, on a donc, en plus de ça, syphilis, P24, qui est un des marqueurs pour le VIH en plus, et d'autres hépatites. Ça, c'est en gros, on va dire, la gamme IST. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a prévu en fait 2 autres ou 3 autres panels. Un autre qui est en fait une panel en fait, pour les femmes enceintes qui sont aussi dépistées dans certains pays sur les centres de santé sexuelle. Et donc, du coup, tout ce qui est panel sérologique des femmes enceintes. Également, ensuite, tout ce qui pourrait être maladies respiratoires, panel sur les maladies respiratoires, donc incluant Covid, grippe, RSV, et du coup, également, en fait, tout ce qui va être strepto-A, donc c'est-à-dire angine, et pour compléter, pour orienter vers antibio ou pas, du coup, CRP et PCT. Ensuite de ça, il y a des panels aussi fièvre tropicale pour toutes les maladies émergentes dues au réchauffement climatique. Et donc là, au sein de quoi, en fait, on a dengue, chikungunya, Zika et d'autres, en fait, ce qu'on va appeler fièvre, en gros, maladies transmises par les moustiques. Et donc ça, pour lequel aujourd'hui, on a des besoins dans toute l'Europe méridionale, aux US également, en conséquence en fait, du réchauffement climatique et de premiers cas endémiques qui apparaissent dans nos régions. Ok. Ensuite, une question plutôt pour Cédric, a priori. Je vous la lis. Bonjour, tout d'abord, merci pour votre présentation. Qui financera la partie certification CE à 2 millions après ce cheminement à 3 millions? Alors, c'est l'objectif. C'est une bonne question. En termes de stratégie de financement, on s'est posé ces questions-là, évidemment. Et donc, l'idée de la stratégie financière, c'est sur la base des données cliniques, de lancer, enfin, je veux dire, on va la lancer même avant, en fait. C'est en milieu de cette année que ça va commencer, de préparer une levée de fonds pour avoir une levée de fonds effective au printemps 2024 sur la base des données cliniques. La vision, et donc juste pour répondre, c'est
série A qui va financer, j'allais dire, la fin de la certification, donc en gros les besoins 2024, et le début de traction commerciale. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est une levée de fonds du printemps 2024 qui va financer la fin du marquage, mais aussi le début de la traction commerciale. Probablement avec potentiellement plusieurs tranches. Si on négocie avec un financier, il est probable qu'on ait un financement pour aller jusqu'au marquage CE et après débloquer une autre tranche éventuelle pour le lancement commercial. La logique voudrait que ce soit comme ça. La question que vous pouvez poser derrière, c'est de dire, mais est-ce que sur les données, est-ce que c'est pas le marquage CE qui va faire qu'on lève de l'argent et pas uniquement les données cliniques? C'est vrai. Il peut y avoir des financiers qui ne jurent que par le marquage CE. Donc, on n'aura pas toute la place financière prêt à investir dans Magia, pour être clair. Par contre, on sait aussi qu'il y a des investisseurs financiers, il y a aussi des industriels pour qui le cœur du dispositif en termes de jalon du projet, c'est les données cliniques. C'est de montrer que la performance du système qui a été développé est à la hauteur des attentes et à la hauteur des spécifications communes techniques qu'a présenté Paul. Donc, on sait qu'il y a une catégorie de financiers, une catégorie d'industriels aussi qui nous suivent et qui sont prêts éventuellement, une fois qu'on a des données cliniques qui tiennent la route. Ces gens-là considèrent que le marquage CE, c'est une question de processus et ce n'est plus une question de risque. Voilà. D'autres financiers vont considérer qu'il y a toujours une notion de risque dessus, donc on ne les aura pas, ceux-là. Donc, on cible plutôt les gens qui ont une vision assez technique et technologique en disant OK, le plus dur est fait et après, c'est une question de délai, mais on sera capable de financer. Voilà. Donc, cette stratégie-là a été mise en place en discussion avec nos actionnaires historiques, avec notre comité d'administration, mais aussi sur la base des discussions qu'on a pu avoir avec un certain nombre de fonds dans lesquels on sent qu'il y a une appétence à investir sans forcément avoir le marquage CE. Voilà. Ok. Ensuite, une question à laquelle je vais répondre, question d'Alice. Est-ce que votre projet bénéficie de réduction IR? Donc, c'est le cas, je vous le confirme. Donc, si vous êtes investisseur sur WeSeed, l'éligibilité est bien mentionnée. Donc vous pouvez en bénéficier si vous le souhaitez. Ensuite, une question sur la concurrence. Quels sont les concurrents de Magia et comment vous différenciez d'eux? Quels sont vos points forts? Alors, c'était la slide en fait qu'on vous avait présentée au début, mais voilà, on va la remontrer. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas les. Il y a été une question sur la bonne chip, donc. Donc, en fait, juste je précise, sur le VIH, le VHC et le VHB, les deux alternatives, c'est le laboratoire et les TROD. D'accord? Donc, nous, on va se différencier sur un aspect multiplex, sur un aspect objectivité et traçabilité par rapport au TROD, et par rapport au laboratoire, ça va être le temps de réduire le résultat et l'accessibilité, plus le prix. Maintenant, est-ce qu'il y a il y a d'autres technologies qui existent en termes de lab on chip? La réponse est oui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, en fait, elles sont majoritairement toujours monoparamétriques, avec potentiellement des sensibilités qui peuvent être très variables. Et le principal écueil des lab on chip, tu peux redescendre du coup sur le tableau, ça va être notamment la complexité de production, puisqu'ils ont fait le choix généralement de miniaturiser la complexité de l'ELISA dans un dispositif microfluidique, mais pas de la simplifier. Et donc, du coup, globalement positionné sur des tests d'urgence qui ne sont pas forcément scalables au même titre que les maladies infectieuses pour lesquelles on va requérir des prix de production beaucoup plus bas. Les principaux concurrents aujourd'hui, on a globalement en fait des startups qui sont avant marquage CE ou après marquage CE. Pour en citer certains, dans les dispositifs multiplexés, c'est Abionix en Suisse ou OneDrop DX, Lightdeck aux US, et le plus gros concurrent aujourd'hui qu'on peut avoir, qui est pour l'instant avec des très très faibles, qui fait 1 ou 2 paramètres, c'est Lumira DX, qui pour l'instant est pour nous plus une aubaine parce qu'il pousse en fait les gros du diag à venir chercher des solutions point of care,
Et voilà. Donc, pour résumer globalement, sur les autres Lab on Chip, notre force, c'est le prix, le positionnement prix, puisque la cartouche peut être produite à moins de 1 euro, et l'aspect multiplexé, et qui plus est l'aspect multiplexé qui peut être modulaire avec une ou deux cartouches. Ok, merci. Ensuite, une question de la part de Ludovic. Est-ce que les tests de validation de l'outil Magia menés à l'hôpital européen de Marseille ont donné des premiers retours, résultats positifs? Oui, alors, on va pouvoir vous présenter des résultats qu'on a recueillis en fait juste la semaine dernière. On les a préparés. Donc, du coup, aujourd'hui, juste pour la faire courte sur le VIH et sur le VHB, les résultats sont extrêmement positifs. Parce qu'en gros, l'objectif, c'était de démontrer sur 100 capillaires, sérum, plasma et 100 veineux qu'on avait une parfaite concordance avec une sensibilité et une spécificité qui sont bonnes. Donc aujourd'hui, par exemple, on a deux. Je vais juste vous Ouais, n'hésitez pas à partager, Cédric. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc aujourd'hui, on a eu en fait sur 100 capillaires, en fait, on a eu 100% de sensibilité et 100% de spécificité sur le VIH, idem sur le VHB. Là, aujourd'hui, on a déploré en fait 2 sérums faux négatifs et un sérum faux négatif sur l'hépatite B. Sur l'hépatite C, on a eu plus de problèmes. Aujourd'hui, il y a 2 raisons à cela. Un, c'est qu'on a observé une baisse de sensibilité due à l'essai et due à la machine qu'on est en train de régler. La deuxième, c'est que structurellement parlant, en fait, aujourd'hui, toutes les patients hépatite C sont traités et ont été traités depuis longtemps avec des taux d'anticorps qui sont plus faibles et donc du coup qui ne sont pas forcément représentatifs des taux d'anticorps de personnes infectées. Voilà, donc du coup là, globalement, on ne va pas se cacher derrière ça, on va travailler sur une meilleure sensibilité de la machine, puisqu'on a trouvé en fait 2 sources d'amélioration, même 3, et puis également sur la cartouche en elle-même. Moi, je rajoute juste d'un point de vue très opérationnel, c'est que c'était la première fois qu'on était sur l'inclusion de patients avec le dispositif quasi définitif. Donc, on avait aussi un sujet qui était, on était en mode vie réelle, entre guillemets. Alors, on n'est pas dans un centre de dépistage, on est à l'hôpital, mais on était quand même en mode vie réelle. Avec des infirmières qui accueillaient des patients, qui leur piquaient le bout du doigt et qui testaient avec notre système. Donc, il y avait un sujet aussi d'usage, un sujet de robustesse. Et ça, c'est un vrai point positif en tout cas de cette première phase, qui est qu'en fait, on n'a eu aucune panne des lecteurs, parce que pour information, il y a 2 lecteurs qui tournent pour cette étude là-bas. On n'a eu aucune panne. On a chaque fois, et on parle de 240 cartouches au total, puisqu'on a 26 patients, mais on avait plusieurs cartouches chaque fois, puisqu'on avait différentes matrices. Donc, on n'a aucun problème à eu. On a eu juste un problème sur une minivette là, qui ne s'est pas remplie. Donc, ça, malheureusement, on ne le produit pas. Mais voilà, donc ça fait partie des cas qu'on doit investiguer pour comprendre, notamment avec le fournisseur, pourquoi ça peut arriver. Mais sur la robustesse du système, ça aussi, c'est un point important. Mais comme dirait Paul, il y a encore un peu de travail en termes d'ajustement pour avoir les performances au niveau, notamment sur le VHC. Ok, merci. Ensuite, on a une question sur Theranos. Je crois que vous avez eu des questions similaires sur l'espace commentaire. Je vous la lis. L'affaire Theranos a fait grand bruit dans le domaine du diagnostic. Quelle ressemblance et quelle différence avec vous? Si on avait été Theranos, on vous aurait dit que ça fait 5% de sensibilité sur le VHC. On aurait menti, quoi, en gros. Je vous la fais simple, en fait. Globalement, on a publié en fait nos premiers résultats sur notre dispositif laboratoire. On est en train de finaliser une publication sur le dispositif l'acte avec des essais précliniques qui avaient été faits. Et lorsque l'essai clinique sera finalisé, on publiera. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on a toujours cultivé une politique de transparence à la fois envers les salariés, donc envers les personnes en interne, envers nos actionnaires, puisqu'on a un reporting
à la fois que vous avez pu, pour certains WICIDers qui ont déjà investi, ont pu voir, et sur la majeure partie de nos actionnaires aussi ont pu en profiter avec des calls qui sont trimestriels, suite généralement à nos comités d'administration. Ouais, après, moi, juste compléterai par rapport aux ressemblances, que dans les différences, il y a juste l'honnêteté, la transparence et tout ça, mais ça se voit pas forcément D'un point de vue WICID. d'un point de vue externe, mais voilà. Après, c'est vrai qu'on a des publications, on essaye, et je pense qu'on essaye de le faire. Après, dans les ressemblances, il y a enfin, l'idée de départ d'Elizabeth Holmes, donc, qui était la patronne de Theranos, qui doit être en prison maintenant, mais l'idée de base qui est de délocaliser des analyses en dehors des laboratoires pour que plus de gens soient dépistés à moins cher, elle est assez ressemblante à ce qu'on essaye de faire, mais pas que nous. En fait, je veux dire, de manière générale, c'est un peu la tendance à la biologie délocalisée, à délocaliser au moins le dépistage, pas forcément les analyses de confirmation qui sont toujours au laboratoire, mais au moins le dépistage de première intention pour faire du screening et du triage de patients. Donc, c'était son objectif aussi. Après, c'était sur un dispositif qui, avec une goutte de sang, faisait X centaines d'analyses. Et une des grosses différences qu'on a, c'est qu'on n'a pas cette prétention-là. Si on en fait 4 à 8, c'est déjà un objectif. Et de notre point de vue, il répond surtout à l'usage terrain tel qu'on l'a en tout cas essayé de bien le connaître via tous les interviews qu'on a pu faire, enfin que Paul a pu faire surtout. Voilà. Donc, ressemblance au sens de la philosophie d'aller délocaliser la biologie pour du dépistage. Au-delà de l'honnêteté, la transparence, les différences, c'est qu'on est sur une technologie où on n'est pas en train de dire qu'on est capable de faire 100 analyses à partir d'une goutte de sang. Chez nous, les ingénieurs R&D et biologistes nous disent c'était fou de vouloir faire ça. Donc. Voilà, et je préciserai juste en fait qu'aujourd'hui, la technologie, en fait, elle a été aussi mise dans les mains d'autres industriels. Donc, Boehringer Ingelheim, des acteurs toulousains également, aussi dans le domaine, par exemple, de la bioproduction. Et là, très récemment, aussi dans le domaine du vétérinaire, du diagnostic vétérinaire. Et les premiers résultats et tous les résultats qui ont été concordants. Donc, d'autres l'ont utilisé, en plus de l'hôpital européen de Marseille, aujourd'hui, avec qui l'utilise. Voilà. Ok, merci. Et dernière question, a priori, sur l'exit, sur la sortie. Comment voyez-vous le timing en termes de sortie pour les investisseurs? Et quelles pourraient être les opportunités de liquidité pour les investisseurs, dont les WICIDers? Alors, si je schématise, alors que dans ce domaine-là, c'est compliqué de schématiser parce que c'est aussi une question d'opportunité et de marché, mais si je schématise, je pense que la fenêtre logique de liquidité pour les actionnaires, ce sera 2026-27, c'est-à-dire post-traction commerciale. Nous, on est convaincus que le marquage CE n'est pas un jalon de valorisation en soi. C'est un jalon intermédiaire éventuellement, mais pour avoir une valorisation, une sortie déjà, une possibilité de sortie et une valorisation qui vaille le coup également, je pense qu'il faudra avoir un peu de traction commerciale. Donc 2026-27 paraît être une fenêtre logique. Donc ça, c'est schématiser à peu près ce qu'on peut avoir en tête. Est-ce qu'il y aura des opportunités de cession avant? C'est possible. Pour être très franc, il y a des industriels qui sont des gens du diagnostic, par exemple, mais plutôt sur des instruments de laboratoire qui, évidemment, sont obligés de regarder ce qui se passe dans le point of care et donc qui regardent comment on évolue. Voilà. Donc, eux, ils auront besoin clairement des données cliniques et de voir un petit peu ce qu'on a sous le capot en termes de capacité de performance et de diversification, de développement d'autres panels notamment. Donc, il y aura peut-être quelques opportunités autour de 24-25, mais la logique serait plutôt 2026-27 si je suis prudent en termes de liquidité.
Ok, super. Merci à tous les deux. On en a terminé avec les questions. Je vous remercie. Je remercie également les Wicideurs qui ont été présents en direct. Pour ceux qui assistent, qui regardent le replay ou qui sont arrivés en retard, euh, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions complémentaires sur l'espace commentaire pour que Paul, Cédric et le reste de l'équipe puissent vous apporter vos réponses. N'hésitez pas non plus à consulter les échanges qui ont déjà eu lieu et les news qui ont été postées et qui seront postées jusqu'à la fin de la collecte. Voilà, merci à tous, bonne soirée et, Merci. et à bientôt pour un nouveau live sur WeSeed. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.